travail des enfants, ce phénomène de plus en plus palpable touche en moyenne 125 millions de jeunes dans le monde entier. Au Bénin, plus de 7 882 enfants sont concernés par ce fléau. À l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée tous les 16 juin, nous nous intéressons à ce phénomène. Le ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Khékhoumé, visite la corniche est de Cotonou. Il est allé faire le constat de l'état d'avancement du chantier qui est l'une des bretelles du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches dans sa phase 2. Détaillé à suivre également dans ce journal. Au moins 7 personnes ont été tuées, dont 4 décapitées dans de récentes attaques djihadistes dans le nord-est de Mozambique. Des violences qui touchent désormais des zones relativement épargnées jusque-là. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver au rendez-vous de cette livraison informative démarrant par l'actualité du Conseil des ministres sous la présidence effective du président Patrice Talon. Le gouvernement a tenu ce mercredi 15 juin 2022 sa séance hebdomadaire au thème de ce conclave hebdomadaire des ministres du gouvernement du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment l'allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie du Covid-19. Wilfried Léandre Roubedji, porte-parole du gouvernement, nous fait ici le point. Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de Covid-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Par ailleurs, seront poursuivis les grands chantiers visant à combler le déficit infrastructurel de notre pays dans les domaines énergétiques, de transport et d'assainissement. Le tout renforcé par la création d'un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, la promotion d'un secteur industriel sélectif ainsi que la promotion de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur. En approuvant le document, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de soutenir la discussion irrelative devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, au chapitre des communications. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0 heure, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aériennes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Les voyageurs au départ du Bénin devront cependant toujours se conformer aux exigences des pays de destination. Toutefois, cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. À cet effet, le Conseil exhorte les populations d'une part, les responsables à divers niveaux d'autre part,
aussi bien du secteur public que privé, qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que les agents sous leurs ordres, à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. Visite du ministre des Infrastructures et des Transports sur la corniche S de Cotonou. Hervé Réchomin est allé constater l'état d'avancement de ce chantier qui est l'une des bretelles du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches dans sa phase 2. Le ministre en charge des infrastructures n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la descente qu'il a rondement effectuée sur les diverses sections du chantier. Précision dans ce reportage signé Romaric Dossa. Au pied de l'océan, la corniche Est de Cotonou prend corps. Cette infrastructure va redéfinir les contours de cette partie de la ville et créer l'attractivité. Ce front de la mer qui était sous pression entre érosion côtière, insalubrité et insécurité se métamorphose peu à peu. Une transformation profonde constatée par Hervé Réchomin, ministre des Infrastructures et des Transports. Nous venons de visiter ce chantier de construction de la corniche Est de Cotonou. Nous avons visité quasiment tous les 2 km 300 de cette corniche. C'est une corniche qui comprend 4 sections. La première part j'allais dire ce que nous allons aménager comme carrefour au niveau de Saint-Charbel. Et les autres suivent. Je vous ai souvent dit que désormais, nous associons l'aspect paysager à nos projets, ce qui fait de nos routes des routes agréables et confortables. Hervé Réchomin a parcouru les 2,3 km de la route en construction. Chaque détail est passé en revue sur chacune des 4 sections. L'autorité confie que le chantier est à 55% de réalisation. Aujourd'hui, vous avez même vu, le chantier est quasiment à 55% de réalisation. Nous estimons que dans le 3e trimestre de l'année prochaine, nous en aurions fini avec tout ce qui est travaux prévus. Donc, globalement, la corniche en elle-même, je crois qu'avec le 1er trimestre de l'année prochaine, on verrait clair sur la corniche, mais il y a les autres aménagements et certains travaux confortatifs et complémentaires qui vont s'ajouter pour faire de cet ouvrage un bel ouvrage digne de la rupture. L'ouvrage est constitué d'une chaussée, d'une piste cyclable, des zones de plaisance et des aménagements passagers pour l'embellissement de la berge lagunaire. Pour le ministre des Infrastructures et des Transports, les travaux confortatifs feront de cet ouvrage une infrastructure digne de la rupture. Entretien télévisé dans le cadre de l'an 1 du PAG 2 avec le ministre Yves Tchabi-Kouaro. Il a été question de faire le bilan des actions dans le secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Romaric Dossa nous fait ici le résumé de l'intervention du ministre face aux journalistes. Suivons-le. À l'instar de ses collègues, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Tchabi, a présenté le bilan des actions réalisées dans son sous-secteur un an après le démarrage du second mandat de Patrice Talon. Devant la presse, il a exposé la vision du gouvernement de recruter des aspirants au métier d'enseignant AME. Les AME font partie intégrante du personnel enseignant au niveau du primaire, du secondaire général. C'est un personnel que nous respectons beaucoup. En fait, il s'agit donc du programme de préinsertion professionnelle qui appelle donc les enseignants aspirants au métier d'enseignant, AME. Nous avons non seulement le critère de qualité, parce que ce n'est pas n'importe qui entre. Il faut avoir le profil et il faut subir avec succès un test. Et puis, on vous utilise en fonction justement des besoins des établissements. Donc c'est ça, donc AME, et ça permet au même moment de maîtriser la masse salariale. Avec les vacataires, c'était un fourre-tout. L'État dépensait plus de 20 milliards et on ne contrôlait rien. Si la population comprend déjà que c'est un pas pour régler la question de la pénurie en nombre et en qualité, je crois que c'est déjà quelque chose de salutaire.
Autre avancée dans ce sous-secteur de l'enseignement, le Bénin a désormais une loi cadre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La loi du 12 janvier 2022 favorise le partenariat public-privé, une première dans la sous-région. Cette loi cadre que les députés nous ont aidés à sortir le plus rapidement possible parce qu'ils ont justement compris l'enjeu, permet donc de renforcer le partenariat public-privé. La stratégie ne peut pas être conduite sans le privé. Si vous avez suivi ce que nous avons dit tantôt, les apprenants que nous allons sortir de ces centres de formation, de ces écoles, de ces lycées, seront absorbés par le privé, vont investir le privé. Et si nous voulons faire de la bonne formation, une formation utile et adaptée donc, au monde du travail, à l'économie, il faut associer le privé. Le privé sera associé dans l'identification des besoins de formation. Donc déjà, au niveau des besoins de formation, le privé sera associé. Le privé sera associé dans le déroulement de la formation. Les entreprises vont accueillir nos stagiaires, nos apprenants stagiaires. Et donc, il faut ce cadre-là pour mettre à l'aise le privé. Ça, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles donc, la loi cadre a été votée. Effectivement, nous avons reçu des délégations étrangères, il y a de cela quelques mois, une délégation du Togo pour venir voir comment cela se passe, la stratégie, comment nous l'avons mise en place, comment nous avons réussi à attirer donc, tous ces partenaires qui s'intéressent à la stratégie, la loi cadre, quelle est la philosophie autour, tout ça là. Nous avons reçu donc une forte délégation de Togolais qui sont venus s'inspirer donc de l'expérience que nous sommes en train de faire. L'amélioration du dispositif de contrôle et de suivi des établissements privés, la sécurisation des domaines des collèges et lycées, la construction et l'équipement de nouvelles infrastructures scolaires font aussi partie des priorités du gouvernement pour 2022. Et ce journal se poursuit. Les personnes de troisième âge ont besoin d'affection, d'amour, de soins et non de maltraitance. Le 15 juin est consacré Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. À cette occasion, la rédaction de Speedline Télévision s'est intéressée à la prise en charge des personnes âgées victimes de maltraitance et des mesures prises dans ce sens pour lutter contre le fléau. Reportage. La maltraitance des personnes âgées est un fléau qui affecte les droits à la santé de millions de personnes âgées à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ une personne âgée sur 6 est victime de maltraitance. Parmi les formes de maltraitance que subissent ces personnes, il y a la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle, financière et organisationnelle. Les plus reconnues sont les maltraitances sexuelles, physiques et psychologiques. Ce qui concerne la maltraitance, les violences physiques faites sur les personnes âgées, il y a des coups, des blessures qui amènent des chutes. Des fois, les personnes âgées, elles veulent sortir et s'épanouir, mais on les enferme dans leur enclos. Surtout s'il y a le début d'Alzheimer, les personnes âgées, on les enferme de façon qu'on les prive de leur liberté. Les assistants de vie sociale dans les maisons de retraite, par exemple, ils abusent sexuellement de ces personnes âgées. Et puis, il y a l'administration médicamenteuse des produits qu'on donne aux personnes âgées pour les faire endormir, pour qu'ils ne s'agitent pas. Ce qui concerne les violences psychologiques, il y a les brimades, les menaces, il y a les humiliations. Souvent, le problème de compréhension entre les personnes âgées et le personnel soignant se pose. Il y a la prise en charge psychologique, il y a la prise en charge psychosociale et il y a la prise en charge juridique. On va dans les organisations de défense des droits de l'homme pour pouvoir exposer le cas et ils viennent au secours de ces personnes. Outre la sensibilisation, des actions et la formation du personnel dans les centres de santé pour les personnes âgées et d'autres mesures restent à prendre pour lutter contre cette maltraitance. Il faut mettre en place les plateformes téléphoniques, c'est-à-dire une ligne verte, pour pouvoir signaler les cas de maltraitance des personnes âgées. Grâce à ces actions, nous pouvons aspirer à une société dans laquelle les personnes âgées seront valorisées et mises au cœur de toutes les réflexions sociales.
D'une journée à une autre à présent, parlons de la journée de l'enfant africain qui est célébrée donc chaque année le 16 juin et est l'occasion pour le monde entier de réfléchir sur les progrès réalisés en faveur des droits des enfants ainsi que sur les obstacles auxquels ils continuent de se heurter. À cette occasion, la rédaction de Speedline Télévision s'est intéressée au travail des enfants. Ce phénomène de plus en plus palpable touche en moyenne 125 millions de jeunes dans le monde entier. Au Bénin, plus de 7 882 enfants sont concernés par ce fléau. Avec la crise économique actuelle, beaucoup d'enfants se retrouvent dans les marchés exerçant des activités génératrices de revenus pour leurs besoins et sur de leurs parents. Précision avec Denise Betolampé et Olive Biao. Cette épidémie qu'est le travail des enfants prend une proportion alarmante et interpelle tout le monde. Le travail des enfants dans le marché est un exemple de l'exploitation économique des enfants au Bénin. C'est une violation grave des droits des enfants condamnée par le nouveau Code de l'enfant du Bénin promulgué en décembre 2015. Le travail des enfants est une épidémie de grande proportion qui atteint un enfant sur deux au Bénin. Le travail des enfants a un impact profondément négatif sur les enfants car il les prive de la scolarisation, les expose à diverses violences et maladies et hypothèque leur développement et épanouissement dans la société. Donc, ma soeur, à l'école, c'est pas bon. Si je vais à l'école, je ne trouve pas dedans l'argent. Je sais que quelqu'un m'a amené. Je ne la connais pas. Elle a dit, me donne pas l'argent. C'est mon maman même qui vient qui chercher l'argent. Il faut gâteau. Et non, faut mettre du louche pas. Même, non, ma qui a me complet. Moi, j'ai 9 euros de millions. Elle a encore, mais là, on va pas dans quoi les mots là, là-bas. Ah bah, quoi, tu es, qu'est-ce que tu as? Il y a tout fiancé pour le samion. Non, mais c'est quoi qui est au pire? Amla, il y a un coup de petit. Les chiffres sans cesse croissants des enquêtes prouvent la véracité des faits et la souffrance qu'endurent ces derniers ne sont pas sans conséquences sur leur vie. Plus de 160 millions d'enfants sont exploités à travers le monde 8. Une enquête qui avait été réalisée par l'INSAE a révélé que plus de 34% des enfants se retrouvent dans le monde du travail. En 2014, l'enquête que nous avons nommée le Mix a révélé que 52,5% des enfants se retrouvent toujours dans le monde du travail. À cela s'ajoute l'enquête réalisée dans les 3 grands marchés du Bénin, à savoir Dantopa, Mwando et Arzeke, qui a révélé que plus de 7 882 enfants sont exploités dans le grand marché du Bénin. Aucun enfant n'a sa place au travail, il doit être à l'école. Lorsque vous ne respectez pas cela, déjà vous soustrayez l'enfant des capacités qu'il peut acquérir en allant se scolariser, en s'instruisant, en apprenant autre chose que ce travail abrutissant, si vous voulez, qu'on lui confie. Les conséquences psychologiques sur cet enfant, il n'a pas l'ouverture d'esprit. Ça va agir sur son cerveau. Et ça va développer le nanisme chez cet enfant-là, qui, parce que soumis à des travaux qui sont plus durs que lui, eh bien, il ne peut pas grandir dans les conditions qu'il faut. Beaucoup d'efforts restent encore à fournir dans ce sens pour faire comprendre aux géniteurs que les enfants ne sont pas à exploiter et qu'ils ont eux aussi des droits. On les ressent quand on est fatigué et surtout quand on a faim. Les migraines, les céphalées, tout ce qu'on a sous le vocable génétique de maux de tête. Mais à quel moment les maux de tête deviennent dangereux? Élément de réponse dans ce reportage. Encore appelé céphalée, le mal de tête correspond à toute plainte douloureuse centrée sur la région crânienne. On distingue 3 principaux types de mal de tête: la céphalée de tension, la migraine et l'algie vasculaire. Le mal de tête est un symptôme fréquent chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Il peut être déclenché par divers facteurs. Le mal de tête ou les céphalées peuvent venir de la migraine, de l'hypertension artérielle, des tumeurs cérébrales, des douleurs au niveau otorhinolaryngologique et du stress. Habituellement, le mal de tête
qui est supportable par le patient peut être calmé par les antalgiques ou bien les anti-inflammatoires. Et très souvent, le repos même arrive à calmer un mal de tête. La plupart du temps, le mal de tête ne révèle aucune cause grave et peut se soigner rapidement. Cependant, en présence d'autres symptômes, il est important de réagir. Un mal de tête devient dangereux lorsqu'il est accompagné de vomissements, de douleurs dans le bras, ou bien un mal de tête qui survient brusquement en cours de grossesse. Un mal de tête qui survient aussi après un accident ou un mal de tête avec perte de mémoire. Il faut vraiment courir à l'hôpital. Le mal de tête sévère ou fréquent peut être dans certains cas le signe d'une maladie partiellement dangereuse. Il ne faut donc pas prendre à la légère un mal de tête. Et puis dans le reste du monde, l'Europe, l'Israël et l'Égypte ont signé mercredi un protocole d'accord pour approvisionner l'Europe en gaz naturel lors d'une visite au Caire de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette visite survient alors que l'Union européenne cherche à diversifier ses approvisionnements énergétiques après la décision de la Russie de couper ses livraisons de gaz à des pays européens. Reportage. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a supervisé la signature d'un protocole d'accord au Caire visant à exporter du gaz d'Israël et d'Égypte vers les pays de l'Union européenne. Avec ce contrat, l'UE espère ne plus être tributaire du gaz de la Russie, qui a interrompu certains approvisionnements en représailles au soutien envers l'Ukraine. Nous voulons nous débarrasser de cette dépendance. Nous voulons nous diversifier vers des fournisseurs dignes de confiance et l'Égypte est un partenaire digne de confiance. Aujourd'hui, nous faisons déjà un pas très important puisque nous avons signé dans la matinée un protocole d'accord de livraison de gaz naturel d'Israël à l'Égypte qui va liquéfier le gaz et ensuite l'acheminer vers l'Union européenne, mais aussi pour l'Égypte pour devenir une centrale énergétique régionale. Nos discussions ont été marquées par une attention particulière aux moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie par le biais du gaz naturel ou du réseau électrique. Nous avons convenu de poser les bases d'un partenariat stratégique entre les deux parties dans ce domaine vital afin d'assurer son développement à l'avenir. Des discussions sont en cours depuis le mois de mars pour permettre l'augmentation des exportations du gaz israélien en passant par l'Égypte. Autre solution plus coûteuse, construire un gazoduc sous-marin reliant Israël à la Grèce et l'Italie en transitant par Chypre. En République démocratique du Congo, des milliers de Congolais ont manifesté mercredi à Goma, ville frontalière avec le Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo, bien sûr, pour exprimer leur soutien aux forces armées et dénoncer l'appui du Rwanda aux rebelles du M23 et qui se sont emparés d'une importante ville à la frontière avec l'Ouganda. Des milliers de jeunes brandissant des pancartes avec des messages hostiles aux autorités rwandaises ont envahi l'artère principale de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, pour manifester. Image et son. Une manifestation a eu lieu ce mercredi à Goma, à la frontière qui sépare la RDC du Rwanda, en soutien aux forces armées congolaises. La police anti-émeute a dispersé la foule qui tentait de forcer le passage vers le Rwanda. Au moins, une personne a été blessée. Dans la ville, les banques, les stations-service et écoles étaient fermées. C'est maintenant 20 ans, le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Et nous sommes derrière les FARDC, nos forces armées, qui est en train de se battre pour mettre hors d'état l'ennemi. Le Rwanda nous agresse et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec le Congolais. Notre gouvernement doit savoir que l'armée congolaise est infiltrée. Tous ces infiltrés doivent être chassés de l'armée et de la police. S'ils réussissent, alors la RDC aura la force de se battre contre ces soldats rwandais qui nous font souffrir. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui, n'est-ce pas, viennent de dater autant d'années dans notre pays.
Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. Mardi déjà, dans la capitale Kinshasa, quelques centaines de personnes avaient manifesté pour demander la rupture des relations diplomatiques avec Kigali, accusé de soutenir le M23. Quelques rescapés de l'attaque djihadiste qui a eu lieu dans la ville Saint-Agar au nord du Burkina Faso se sont retrouvés. L'attaque de Saint-Agar est la deuxième la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso. Selon le bilan actuel, 119 personnes ont déjà perdu la vie. Marquée par cette attaque, la population de Saint-Agar témoigne. Toutes ces personnes sont des rescapés de l'attaque djihadiste qui a eu lieu dans la ville de Setenga au nord du Burkina Faso et qui a fait au moins 79 morts selon les autorités. Un homme qui était sur les lieux du drame raconte. La nuit où ils sont venus, moi-même j'étais à la maison dans une chambre où j'entendais des tirs. Ils ont cassé toutes les boutiques avec des tricycles. Ils sont venus avec 2 véhicules, avec beaucoup de tricycles. Ils ont commencé à tirer. Ils tiraient des gens partout, puisque c'est le lendemain, moi j'ai bougé. L'attaque n'a pas été revendiquée comme c'est souvent le cas dans cette région, mais Setenga avait déjà été attaqué, ce qui avait entraîné la mort de plusieurs gendarmes. En réponse, l'armée burkinabé avait annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes. Selon le gouvernement, les djihadistes sont revenus attaquer la ville samedi pour venger leurs morts. Mon message à l'endroit des autorités, c'est que c'est de tout faire pour pouvoir sécuriser Setenga. De tout faire pour que la population qui s'y trouve actuellement à Dori puisse repartir chez eux. Franchement, Setenga, c'est une grande ville, une grande commune. Disons une grande commune. Setenga regorge plus de 27 villages. Et voyez-vous, même si tous ces villages-là devraient venir à Dori ici, comment serait Dori? Ça ne serait pas facile. Dori ne pourrait pas accueillir tout cela. Ça sera encore de la catastrophe pire même que ce qu'on a vécu déjà. L'attaque de Setenga est la deuxième la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, à la tête du pays, avait promis de faire de la question sécuritaire sa priorité. Lui qui a renversé fin janvier le président Kaboré, accusé d'être inefficace face aux djihadistes. C'est une bagarre qui a duré un demi-siècle. Les Canadiens et les Danois sont parvenus à tomber d'accord mardi sur leur frontière maritime dans l'Arctique la plus longue au monde et à se partager un îlot convoité par les deux pays. Imaginez. C'est l'épilogue d'une guerre faisant sans doute partie des plus amicales de l'histoire. Le Canada et le Danemark se sont mis d'accord pour se partager une petite île située au large du Groenland, territoire danois autonome. Le différend remontait à 1973, au moment de la mise en place d'une frontière maritime. Depuis, l'île Dance, d'une superficie de 1,3 km², était revendiquée par les deux pays. Si bien qu'à chaque visite de ce morceau de terre, chaque camp laissait derrière lui un petit souvenir, un drapeau, une bouteille de whisky ou une bouteille de schnapps. Le conflit, connu sous le nom de guerre du whisky, est donc bel et bien terminé et il est désormais l'heure de trinquer pour les ministres des Affaires étrangères canadiens et danois. Mais attention, la silhouette de l'île en forme de rein est là pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La France à présent, le président français Emmanuel Macron en visite sur une base de l'OTAN près de Constanța, sur les bords de la mer Noire. 3 mois après l'invasion russe, Emmanuel Macron a affiché son soutien aux soldats mobilisés pour protéger la frontière orientale de l'Union européenne. Reportage. Emmanuel Macron va-t-il bien se rendre à Kiev? Le chef de l'État français n'a toujours pas confirmé sa venue en Ukraine, mais il a jugé nécessaire de nouvelles discussions avec le pays. Le président français est arrivé mardi soir en Roumanie, sur une base de l'OTAN près de Constanța, sur les rives de la mer Noire, où l'a rejoint le président roumain Klaus Iohannis. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous Européens, autour de cette table, apportant qui les garanties de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. C'est ça la réalité des choses.
Après la Roumanie, Emmanuel Macron se rend ce mercredi en Moldavie. Cette ancienne république soviétique est en première ligne du conflit russo-ukrainien. Tout comme l'Ukraine, le pays n'est pas membre de l'OTAN et a déposé il y a peu sa candidature à l'Union européenne. 3 mois après l'invasion russe, Emmanuel Macron a affiché son soutien aux soldats mobilisés pour protéger la frontière orientale de l'Union européenne. Son éventuelle visite à Kiev ce jeudi a été évoquée dans la presse allemande il y a 3 jours. Selon le journal Bild am Sonntag, elle se ferait aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi. Et c'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision et retrouvez-nous surtout sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.